Bonjour à toutes et à tous. Un sujet suivant, les rançongiciels. Donc Sylvain Correa-Prazeres, délégué à la protection des données, accompagné de Pierre-Antoine, manager en cybersécurité. Nous allons vous faire un focus sur les ransomware. Loïc a très clairement dit qu'il faut une action utilisateur pour déclencher une attaque. Jérôme a parlé de pièces jointes. Si on rappelait un petit contexte de ransomware, on pourrait dire qu'à travers l'actualité en France, souvent, on voit telle entreprise a été attaquée, le salarié a ouvert une pièce jointe. C'est vrai qu'il faut sensibiliser les salariés par rapport à ça, parce que les emails sont bien sûr de plus en plus bien déguisés, entre guillemets, on arrive à leurrer l'employé. Et quand l'employé se fait leurrer, même si une fois qu'il a cliqué, même en quelques secondes, l'intrusion se déclenche et le chronomètre, on peut dire, il est lancé. Parce que plus vous allez attendre, plus les impacts pourront être nombreux et l'équipe devra réagir au plus vite. On parle de messagerie, vous allez me dire, tout commencerait par un message, mais pas que. En réalité, les messages, d'un point de vue source ouverte, on pourrait dire que ça ne représente que 10%. Il faut savoir que réellement, les attaques sont faites plus à partir de sites web, aussi également à partir d'autres vecteurs d'intrusion comme les logiciels ou les supports de stockage. Ça reste une vision, une tendance. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de messagerie, de pièces jointes, mais il y a aussi d'autres vecteurs d'intrusion. Ça touche tout le monde, du particulier au secteur privé, au secteur public. Vous avez tout le monde qui est concerné, donc en France notamment, en Europe, mais vraiment à l'échelle mondiale. Et le ransomware, comme son nom l'indique, le but c'est de nous faire payer, avec l'effet Marguerite, où si c'est un petit particulier, on va lui demander une petite somme, si c'est un grand compte où il y a beaucoup d'enjeux, on va lui demander un maximum. Donc voilà, j'ai terminé le contexte. Après ce contexte, on va vous parler, Pierre-Antoine va vous exposer le panorama 2019 sur les rançongiciels et je reviendrai vers vous après ce bilan 2019 pour voir comment 2020 est en train de s'inscrire. Oui, parce que effectivement, on l'a déjà dit, l'année 2019 a quand même été très chargée en incidents de sécurité, notamment en rançongiciel. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est recenser un peu toutes les affaires qui sont tombées dans le domaine public et faire un panorama, une cartographie un peu sur 2019 pour mettre en exergue quelques schémas, quelques topologies qui nous ont semblé assez intéressantes. Alors on a mis une mini légende. La première, c'est juste attaque d'entités publiques ou privées, tout simplement. On a voulu faire une petite distinction avec tout ce qui était attaque ciblée de fournisseurs de services, web hosting, service provider, etc. Et puis le dernier, la petite icône, c'est les attaques de masse sur des équipements spécifiques. C'est des équipements, des NAS exposés par exemple sur Internet qui se font chiffrer directement. Donc vous allez voir, l'année est un peu chargée. Et puis elle est certainement non exhaustive puisqu'on se base que sur des affaires publiques, qui sont tombées dans des sources publiques. Donc, il y a des chances que vous en connaissiez d'autres qui ne sont pas ici. Et puis on en a peut-être omis quelques-unes. D'abord parce que vous allez voir, il faut quand même que ça tienne dans la map. Et puis il y a peut-être une ou deux coquilles aussi, ça c'est ma faute, j'ai pas eu le temps de corriger. Mais les slides qui seront mis à disposition seront évidemment corrigés. Alors, comme vous pouvez le voir, année chargée, avec des mois plus ou moins lourds. Et en fait, à travers cette année, on a des petits schémas. Et le premier schéma, finalement, qui nous a intéressés, c'est tout ce qui est campagne d'attaque, les BGH, les Big Game Hunting. La particularité, c'est que l'attaquant est extrêmement préparé et que l'attaque est coordonnée. On est vraiment sur une attaque qui a été préparée et sur de la plus ou moins longue durée. On est là pour faire du business, quoi, clairement. Donc on commence avec Robin Hood, où il y a 3 villes qui ont été touchées, Jackson County, Greenville, et puis Baltimore, qui a fait pas mal parler de lui. Baltimore, notamment parce que les employés ont été assez malins pour contrer le déni de service. Ils se sont dit, on va créer des adresses Gmail en attendant, comme ça on va continuer à travailler. Ce qui aurait pu être une bonne idée si Gmail n'avait pas détecté ça en une action suspicieuse et avait bloqué tous les comptes. Donc retour à déni de service, malheureusement.
On a eu aussi début de Ryuk sur la Floride. Alors là, on parle de gros montants quand même, hein, parce qu'on est à 500 000 euros, 600 000 euros, et New Bedford qui monte à 5,3 millions d'euros, 499 bitcoins, qui est un peu le top de l'année 2019. Voilà. On a eu une série d'attaques sur une campagne sur les écoles américaines qui s'est déroulée sur plusieurs mois, qui ont impacté évidemment les étudiants, mais aussi la réputation des établissements. Et puis une campagne très bien coordonnée en Espagne qui a impacté toute l'Europe, qui a commencé au Pays Basque, et puis qui s'est répandue à travers l'Europe et à l'international. Quelques mois plus tard, on a vu le gouvernement argentin qui s'est fait chiffrer 90% de ses serveurs, donc qui a perdu 10 ans d'archives gouvernementales, voilà, sur le même comportement de l'attaquant. Un autre style qu'on a bien aimé, qu'on voulait mettre en focus, c'était les fournisseurs de services qui sont de plus en plus ciblés. Donc on a eu notamment un suivi qui est intéressant. C'est le premier où on a, alors c'est GandCrab, qui utilise une vulnérabilité du plugin Kezia de ConnectWise, qui est un produit utilisé beaucoup par les fournisseurs de services, et c'est une vulnérabilité qui date de 2017, qui a été exploitée. On a pris la main sur le MSP et puis on a tout chiffré. Quelques mois plus tard, donc en juin, même comportement, exploitation vulnérabilité ConnectWise, on chiffre le MSP. Juillet, GandCrab dit c'est bon, j'ai terminé, je me retire. Bon, très bien, sympa. Et puis on voit l'arrivée de Revil, hein, donc un nouveau ransomware. Et puis le même attaque, même vulnérabilité, même comportement sur MSP, qui a permis de chiffrer 22 villes au Texas. Donc voilà, est-ce que c'est les mêmes derrière? Ça, on sait pas. Mais voilà, le comportement était assez intéressant, à savoir qu'il y a aussi pas mal de fournisseurs de services de santé et autres. On va voir aussi quelques attaques de masse. Ce qui nous semblait intéressant, c'est de rappeler, comme l'a dit Sylvain, ça touche le public, le privé, mais aussi les particuliers. Et ici, on est sur des attaques de masse, notamment là, on est sur du NAS, on a le D-Link sur le DNS 320, on a le QNAP, on a le Nextcloud. On réclame à peu près 20 € pour se faire déchiffrer nos données. Il y a une petite anecdote sympa sur QNAP dont on vous parlera tout à la fin de la session. Et puis on voulait faire un peu mettre en exergue les attaques dans le secteur public. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'attaques dans le secteur public parce que l'attaquant a compris que sans pression, pas de rançon. Et c'est vrai que vous chiffrez une administration, vous avez la pression de tous vos concitoyens et il faut réagir assez vite. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement comme bilan à travers cette cartographie? Déjà, on refait un petit focus sur l'administration américaine et on voit qu'au niveau des administrations publiques, on a les établissements scolaires, les agences gouvernementales, mais très très loin devant, on a les établissements de santé. Voilà. Donc les établissements de santé ont été une cible prioritaire en 2019 des attaquants. Voilà, à voir si elles le seront aussi en 2020. Du coup, on se pose souvent la question, la rançon, qui paye pas? En fait, la question c'est, est-ce qu'on a le choix? Parce que évidemment, chaque jour de blocage, c'est des millions d'euros qui s'en vont, pardon. Et ce sont aussi, il faut savoir si notre trésorerie va pouvoir le supporter. Donc, quid des PME qui sont aussi touchées, avec une perte estimée globalement à 700 millions d'euros. Question est, ces PME ont-elles assez de fonds pour se dire je vais me remettre d'une attaque par rançongiciel. On peut d'ailleurs citer Heritage Corp qui s'est fait toucher et 3 mois plus tard a mis la clé sous la porte parce qu'elle ne pouvait plus tourner la route. Et c'est 30 personnes qui ont fini au chômage. Le nombre de jours de blocage a augmenté. On est passé de 7 jours en Q1 2019 et 9-10 jours en Q2 2019. À savoir, c'est pourquoi on prend autant de temps. C'est parce que vous êtes touché par un cryptolocker.
la question c'est, quand bien même je récupère la clé, c'est pas pour ça que mes fichiers sont déchiffrés. Donc il va falloir mettre en place tout un système, une reprise d'activité en déchiffrant mes fichiers. À savoir aussi, c'est que même si vous récupérez la clé et l'outil de déchiffrement, en moyenne, vous avez 8% de vos données qui sont perdues, définitivement. Et enfin, le constat sur ce bilan 2019, c'est de dire oui, il y a le problème de la rançon, mais il y a aussi le problème de la reprise d'activité. Et ça fait partie de la facture finale. Donc on a la rançon, la durée de paralysie, les frais de communication, le coût de reprise d'activité, le coût des experts dont on va appeler, etc., etc. Et tout ça, c'est un coût souvent bien plus conséquent que la rançon au départ. On peut citer Baltimore, dont la rançon exigée était de 75 000 $ et dont le coût estimé après par les autorités était de 18 millions de $, ce qui fait beaucoup. Donc voilà pour le bilan 2019. Alors qu'est-ce qui nous attend pour 2020 ? Là, je vais repasser la main à Sylvain. En effet, maintenant qu'on a fait un bilan, on va pouvoir conclure sur un point, c'est comment va s'écrire 2020 sur 3 axes. Le premier, c'est quelle perspective face à tout ça ? Quel va être, le nouveau modèle qui va s'écrire par rapport à l'actualité, ce qui est fait aujourd'hui, et surtout, quand on a une attaque, comment on réagit, comment on communique au sein de notre entreprise face aux clients. Et voilà. Donc si on rentre directement dans le sujet, je vous conseillerais d'attacher votre ceinture pour ceux qui n'ont pas encore pris les devants sur ce type d'attaque. Pour ceux qui l'ont attaché, de continuer la démarche, de préparer les actions parce que certes, on peut avoir une sauvegarde dans son SI qui fonctionne bien, on a les équipes qui savent restaurer, on peut restaurer en 4 heures, en une journée, globalement, tout va bien. Mais le plus important, c'est peut-être se préparer les équipes à ce scénario de type d'attaque, et pas que les équipes de la DSI, mais aussi tous les salariés doivent savoir réagir, parce qu'un salarié qui ne dit rien, qui ouvre une pièce jointe, qui déclenche un ransomware, il faut qu'il appelle directement la DSI aujourd'hui et pas demain. Sinon, le delta de temps passe très vite. Et comme je vous disais, est-ce qu'il y a un nouveau modèle qui va s'écrire en 2020 ? Probablement, on le voit déjà à travers l'actualité. On a souvent, comme on a parlé, une intrusion, une demande de rançon. L'entreprise paye ou paye pas en fonction de sa possibilité de restaurer ou de revenir à l'état normal. Est-ce que demain, on va avoir un niveau supérieur qui fait que, ok, vous avez le système d'information qui suit bien, vous pouvez restaurer vos équipes, mais nous, si vous ne nous payez pas, on publie d'un point de vue de la com, de l'actualité, que vous avez été attaqué. Donc en fonction du type d'entreprise, bien sûr, si vous êtes sur les marchés boursiers, ça peut avoir une incidence sur les actions de l'entreprise, sur l'image de l'entreprise, et ça peut être un niveau qui peut arriver en 2020. Et les pirates continuent justement de trouver comme ça des moyens de vous faire payer. C'est que même si vous n'êtes pas d'accord et que le ransomware s'est installé pendant 3 semaines dans l'entreprise et se déclenche un peu plus tard, il y a peut-être eu exfiltration de données, et peut-être ils vont vous proposer ou ils vont vous menacer de publier les données qui ont été exfiltrées, et là ils vont vous demander une nouvelle fois de payer. Et double sanction, c'est qu'au-delà de payer la rançon, si vous avez une fuite de données, si elles sont publiées, auprès de l'autorité de contrôle, vous allez subir une violation de données, et auprès de l'autorité de contrôle concernant la protection des données, vous serez obligé de vous notifier et potentiellement subir une nouvelle sanction par derrière. Donc voilà globalement. Si je vais conclure sur cette présentation, c'est quelle stratégie adopter en termes de communication. Est-ce qu'on engage la transparence quand on subit une attaque ? Est-ce qu'on minimise l'attaque ? Et je vais vous proposer de clôturer cette présentation et inviter Garance Mathias pour la suite, qui va compléter et surtout répondre à cette question à travers une présentation globale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie Pierre-Antoine pour son bilan 2019.